Nous allons commencer notre conversation au sujet de la culture alchimiste, au sujet de la pierre philosophale, et on avait indiqué aussi d'autres merveilles. Bon, le terme alchimie, c'est un terme très courant, que pratiquement tout le monde connaît. Cela dit, l'alchimie reste enveloppée, on va dire, d'un nuage, un nuage un peu mystérieux. Ça reste occulte. Et on peut se demander, est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est un art? Qu'est-ce que c'est? Donc, dans cette conférence, on va essayer de préciser quelque chose de simple et en tout cas qui soit accessible à tous. En tout cas, ce que certains peuvent dire, c'est que l'alchimie, ce sont des chimères. C'est-à-dire, ce sont des illusions, des choses, c'est fantasque, c'est sorti d'une imagination, et bon. Et que l'alchimie, ça serait l'origine de la chimie. Alors, bon, à notre époque, on a fait quand même beaucoup de progrès dans le domaine de la compréhension du phénomène humain, on va dire, d'une manière générale, et de tous les systèmes philosophiques, religieux, ésotériques, culturels, etc., etc. Oui, c'est pourquoi, à notre époque, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, on ne peut plus dire que l'alchimie, c'est une espèce de chimie ou une espèce de physique chimérique. L'alchimie serait une obscure combinaison entre un mysticisme et un laboratoire, expérience de laboratoire. Le but de l'alchimie, parce que ça c'est quelque chose qu'on raconte souvent, le but de l'alchimie, ça serait faire de l'or. Et on fait de l'or à partir du plomb, et à partir d'autres substances aussi. Tout ça, c'est dans la littérature alchimique, on peut trouver toutes ces choses. Finalement, fabriquer de l'or, c'est un but essentiellement matérialiste, hein, puisque on pense qu'avec de l'or, eh bien, évidemment, la vie va être beaucoup mieux, on a de la richesse. Et cela étant dit, il nous faut rappeler que les alchimistes médiévaux, c'est-à-dire ici en Europe, hein, l'école des alchimistes ici en Europe a été une école extrêmement puissante. Les alchimistes médiévaux se sont toujours un peu moqués, ou ont eu toujours un peu pitié de ceux qui veulent pratiquer la science sans en connaître la matière, c'est-à-dire la matière. Les alchimistes parlaient de la matière première. Alors au XXe siècle, il y a un sage gnostique, Samael Aun Weor, qui a donné une orientation, on pourrait dire vraiment déterminante au sujet de ce qu'est l'alchimie. Et orientation déterminante réellement que nous ne pouvons plus ignorer. Et c'est ce que nous souhaitons transmettre ou partager ce soir. Alors, tout d'abord, la culture alchimiste s'adresse à l'être humain. La culture alchimiste ne s'adresse pas à des spécialistes. Elle s'adresse à des êtres humains qui ont beaucoup de curiosité sur la vie en général, sur la raison de tout ce qui nous arrive, la raison d'être de l'existence, la raison d'être de la vie. C'est-à-dire, la culture alchimiste concerne l'être humain, réellement. Et en fait, elle concerne aussi quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, dont on parle moins. Elle concerne des possibilités qui se trouvent déposées à l'intérieur de l'homme et de la femme, bien entendu. Hein, on va dire déposées à l'intérieur de l'être humain, et que ce dernier ignore totalement. Alors, dans la connaissance alchimiste, bon, ce que nous connaissons de l'alchimie
évidemment, c'est la pierre philosophale. La pierre philosophale est un joyau d'une beauté indescriptible. La perfection de cette pierre, elle est symbolisée par sa forme cubique. Le cube, c'est une forme parfaite, et pour représenter la pierre philosophale, qui est l'expression d'une perfection, eh bien, les alchimistes avaient choisi cette forme d'une pierre cubique, totalement parfaite. Et la pierre philosophale, c'est aussi un diamant, une pierre précieuse extraordinaire, d'une pureté telle que vraiment, c'est difficile de rencontrer de tels joyaux dans le monde physique. Parce qu'on raconte quelque part que la pierre, elle est illuminée par elle-même depuis l'extérieur et depuis l'intérieur. Donc ça, c'est, si on analyse bien, on se dit que ce sont des descriptions de quelque chose qui n'est pas purement physique. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette pierre philosophale? Nous dirons de but en blanc. La pierre, c'est l'homme, ou la femme, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'être humain. Et la pierre philosophale, c'est une possibilité de perfection humaine. Ce qu'il se passe, c'est que cette possibilité se trouve dissoute, cachée, occulte à l'intérieur de chacun d'entre nous. Elle est diffuse. Alors évidemment, on pourrait se poser la question, et pourquoi parler de perfection? Pourquoi rechercher la perfection? Perfectionner quoi? Parce que quelque chose est parfait en face de quelque chose qui ne l'est pas. Bon, d'une façon presque instinctive, nous tous, les êtres humains, nous essayons toujours de nous perfectionner dans quelque chose. Si, par exemple, nous aimons dessiner, donc jour après jour, nous allons prendre le crayon et nous allons nous perfectionner. On ne va pas faire l'inverse. Si quelqu'un aime chanter, eh ben, jour après jour, il va faire ses exercices pour améliorer son chant. Si quelqu'un aime cuisiner, jour après jour, il va améliorer ses recettes, etc. Bon. Dans le domaine de la construction automobile, on a fait des progrès, et on a toujours cherché à améliorer, à perfectionner les matériaux, avoir toujours des matériaux plus légers et plus solides aussi pour résister aux chocs. Dans la construction des avions, c'est la même chose. On cherche toujours des matériaux toujours plus solides, plus souples et plus légers. Bon, voilà. C'est-à-dire, il y a quelque chose de naturel, d'instinctif, nous disons instinctif, parce que c'est naturel, chez l'être humain, c'est toujours de perfectionner ce qu'il est en train de faire. Normalement, on cherche à perfectionner. Alors, ce qu'il se passe, et ce que nous pouvons dire ce soir, nous disons ce soir parce qu'il est déjà 5h30 au moment de cet enregistrement, notre recherche de perfection, nous la projetons vers l'extérieur. Et c'est vrai que ça ne nous intéresse assez peu de nous poser la question en quoi l'être humain pourrait se perfectionner. Parce que c'est pas une question très à la mode, il est vrai. Parce que nous perfectionner, pourquoi faire? Parce que, en général, nous disons « je suis comme je suis », c'est très bien comme ça. Nous constatons que l'humanité ne va pas très bien, mais bon, l'année prochaine, ça ira mieux. Hein, c'est ce que tous nous souhaitons, et c'est normal. Et bon, si l'humanité ne va pas très bien, donc on en cherche les raisons, et nous avons tendance à dire, il faut faire telle chose, et telle chose, et telle chose, et ça va se régler. Bon, on aimerait bien que la situation s'améliore, toujours. Et puis si nous-mêmes, nous sommes dans des situations un peu compliquées, oui, on aimerait bien que demain, ça soit mieux qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, on cherche une amélioration des choses. Alors, pour passer un peu et avancer un peu dans cette recherche, et selon les mystères de l'alchimie, l'être humain a des possibilités infinies. Nous l'avons dit tout à l'heure. Il l'ignore.
il a des possibilités de croissance intérieure extraordinaires, totalement illimitées. Alors, vraiment parler de perfection humaine, ça nous dépasse un petit peu. C'est même un peu mystérieux. C'est presque aussi mystérieux, ou on va dire même plus mystérieux, que le mystère de la graine qui est morte. Une graine qu'on met en terre au printemps, elle est morte. Elle est sèche, elle est morte. Bien que morte, elle est vivante. Parce qu'elle donne la vie. Elle va donner l'expression à une fleur, à un arbre, à une plante, n'importe laquelle. Donc, nous, les êtres humains, pour parler de perfection, il nous faut parler aussi du fait que nous contenons une semence, une graine. Une graine qui, normalement, elle est sèche. On s'y intéresse que peu. Cette semence, on pourrait dire, c'est une semence de perfection, mais le mot perfection peut être gênant. Alors on va dire semence d'amélioration. Bon. La culture alchimiste s'intéresse à cette semence. La culture alchimiste ne s'intéresse pas à autre chose qu'à cette semence. Et comment faire fructifier cette semence? Comment faire pour qu'elle germe et qu'elle donne une plante, mais c'est une plante un peu spéciale puisque cette plante, elle va pousser dans l'intérieur de chacun d'entre nous, dans notre jardin secret. La culture alchimiste, on peut vraiment la comparer à une espèce d'agriculture. Alors bien sûr, dans une agriculture, il y a une terre, il y a une graine, il y a un cultivateur, ou un jardinier. La terre, pour cette culture alchimiste, dans cette culture alchimiste, la terre, qu'est-ce que c'est? C'est l'homme. C'est la personne, on va dire, parce que comme ça, on parle ni de homme ou femme, c'est la personne. Maintenant, le cultivateur ou le jardinier, c'est la personne. Et la graine, c'est la personne aussi. Et nous avons dit tout à l'heure que la personne, c'est la pierre. Donc, nous commençons à voir que la culture alchimiste est une culture extrêmement souple et qui cherche à transmettre quelque chose qui est pratiquement intransmettable au travers d'images, au travers de symboles, et c'est toujours un peu changeant, parce que il faut essayer de comprendre d'une manière ou d'une autre. Donc à des moments, c'est bon de voir l'homme en tant que pierre, ou l'être humain en tant que pierre, mais à d'autres moments, c'est intéressant de voir l'être humain en tant que graine. À d'autres moments, c'est intéressant de voir l'être humain en tant que jardinier de sa propre terre, sa terre qui est lui-même. Alors, puisque nous disons que la personne, c'est la pierre, dans le règne minéral, nous connaissons le cas du charbon. Le charbon, c'est du carbone, pratiquement pur. On dit pratiquement pur. Hein. Et nous avons le diamant, qui est du carbone pratiquement pur. Alors, pour passer du charbon au diamant, qu'est-ce qui s'est passé? Entre les deux, évidemment, nous pouvons dire qu'il y a eu énormément de travail. Et il y a eu... Souvent, nous disons l'action du temps. Nous ne pensons pas que ce soit l'action du temps. Bien sûr que ça se fait dans le temps, tout ça. Mais ça n'est pas l'action du temps en soi qui va faire que du charbon va devenir diamant. Il y a l'action d'un principe qu'on appelle le feu, que les alchimistes appellent le feu. Mais le feu, il faut bien considérer qu'on n'est pas en train de parler du feu de la bougie. Il s'agit d'un feu qui est celui de la vie. Les alchimistes avaient un terme pour parler du feu, enfin un terme, une quantité de termes pour parler du feu. Et ils parlaient du feu de roue. C'est étrange cette question, le feu de roue.
La roue, ça tourne, ça se répète. C'est la vie. La vie se répète. La vie est une répétition. Le jour, la nuit, les années, les existences. Donc, le feu de roue, à l'intérieur de cette mécanique naturelle, il y a un feu qui fait bouger tout ça, tout cela. C'est un feu. C'est l'élément qui pousse la vie. Ça, c'est dans le règne minéral. Et maintenant, dans le règne humain, il y a la pierre et il y a la pierre philosophale. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la pierre, c'est l'humain. La pierre philosophale, c'est la perfection de l'humain. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, la même chose. Beaucoup de travail. On va dire que ce travail, il se réalise dans le temps. Mais nous répétons ce que nous avons déjà dit, c'est que ça n'est pas le temps qui va faire que la pierre devienne philosophale. Donc beaucoup de travail et l'action du feu. De ce feu qui est la vie et que les alchimistes aussi appellent le feu de roue. Nous vivons dans une roue, c'est-à-dire les choses se répètent. Mais pour que les choses se répètent, il faut de la vie, il faut de l'énergie. Cette énergie s'appelle feu, elle s'appelle feu de roue. Et nous tous, nous portons cela à l'intérieur de nous. Alors, pour changer, on ne change pas vraiment de thème, parce qu'on reste dans le domaine de l'alchimie, bien évidemment. Les alchimistes, les philosophes, ils se disaient aussi philosophes, ils se disaient artistes. Les alchimistes parlent de l'or philosophal. Ça encore, c'est une drôle de chose, parce que la philosophie, en général, nous l'avons cantonnée dans les universités. Et voilà que les alchimistes nous parlent de l'or philosophal. Mais qu'est-ce que l'or peut avoir? Quel est le rapport entre l'or et la philosophie? Les alchimistes ont fait cette liaison. Alors, l'or philosophal, c'est le symbole de la perfection humaine. Nous revenons encore à cette question de la perfection humaine. Alors, la perfection humaine, elle est symbolisée par la pierre philosophale ou par l'or philosophal? Les alchimistes savaient s'adapter à chaque situation. Mais en tout cas, vraiment, la question de la perfection humaine, c'est le cœur de la culture alchimiste. C'est le centre. L'être humain ne connaît pas ses possibilités de croissance interne. Pour quelle raison? C'est que nous tous, nous avons un intérêt peut-être excessif. Nous disons peut-être excessif. Porté aux choses du monde. C'est-à-dire les études, le travail, l'argent, les loisirs, la société, la politique, la religion, le sport, les amis, etc., etc. Tout cela, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais en attendant, nous ne connaissons pas le mystère de notre propre existence. Nous ne connaissons pas toutes ces possibilités dont nous parle l'alchimie, qui peut-être vaudrait la peine que nous nous y intéressions, pourquoi pas. Peut-être que ça n'intéresse pas tout le monde, mais ça peut intéresser certains. Le summum de la perfection humaine, c'est quelque chose qui est bien connu. Tout le monde connaît cela, et qu'on appelle amour. Et nous disons tous connaître l'amour peut-être. Mais comment pouvons-nous connaître l'amour si l'amour n'est pas encore né dans notre nature? L'amour, c'est cette fleur qui peut pousser à partir de cette graine dont nous avons parlé tout à l'heure, à partir de cette semence qui se trouve dans notre propre terre. Et notre terre, c'est nous-mêmes, c'est notre organisme physique. Donc la fleur qui peut naître
de cette graine est connu dans les mystères alchimistes comme amour. Parce que pour les alchimistes, amour est feu. C'est pourquoi à l'époque médiévale, on a beaucoup chanté ce qu'on appelait l'amour courtois, c'est-à-dire une forme, une expression de cette force que l'on trouve partout. C'est pour ça qu'on dit que c'est une force universelle. On peut se promener dans n'importe quel pays du monde, on va rencontrer cette question toujours sous-jacente dans la vie de l'être humain. L'amour est vie. La vie n'existerait pas sans l'amour. Nous sommes ici en train de parler parce que chacun d'entre nous, il y a eu un homme et une femme qui à un moment donné ont permis que nous puissions exister, arriver à l'existence. L'amour, c'est une force. L'amour est organisation. Parce qu'une fois qu'il y a eu la fécondation à l'intérieur de la matrice féminine, eh bien, il y a une force qui organise l'embryon. D'abord, c'est une cellule, et après, ça va devenir un embryon, puis après, on reconnaît une petite forme humaine, etc. Il y a une organisation extraordinaire dans ce processus. Donc, sans cette force, nous disons qu'il n'y a rien. Et c'est ce que disaient les alchimistes. Et sans cette force, nous ne serions pas là en train de parler des mystères de l'alchimie. Voilà l'or philosophal. L'or philosophal. Maintenant, les alchimistes parlaient d'autre chose. Ils parlaient de la terre philosophale. Encore philosophale. La terre philosophale, c'est l'organisme humain. Voilà, c'est l'organisme humain. La biologie humaine, c'est notre terre philosophale. Et dans notre terre philosophale se trouve disséminé ce que les alchimistes appelaient l'or potable. Or, voilà encore une chose un peu surprenante, de l'or potable, de l'or qui peut se boire. Rappelons-nous que dans la terre philosophale se trouve notre semence, notre graine, la graine de perfection. Donc, l'or potable, c'est cette matière spéciale et mystérieuse dont les maîtres alchimistes parlaient. C'est la matière première. L'or potable, c'est la matière première. Et si l'or potable est travaillé avec grande science, avec grand talent, avec grand savoir, avec un art extraordinaire, va se former à l'intérieur de la personne l'enfant d'or. L'enfant en or, nous comprenons. Et il se forme pour ensuite naître. Où va-t-il naître? Dans un cœur humain. Pourquoi enfant d'or? Parce que l'enfant, il symbolise l'innocence et l'amour. L'or symbolise la perfection et l'amour. C'est-à-dire c'est un ensemble extraordinaire. C'est-à-dire un ensemble de valeurs, de principes qui peuvent naître donc dans le cœur d'un être humain. Les alchimistes nous disent que l'or potable est une eau cristalline, d'une pureté et d'une perfection extraordinaire. Cette eau contient de l'or. Elle contient les atomes de la perfection, elle contient les atomes de la lumière et elle contient les atomes du feu. Rappelons-nous que l'or, pour les personnes qui se sont intéressées un peu aux planètes un jour, il y a 7 planètes principales autour de notre Terre qui influencent beaucoup notre Terre. Et donc, chacune des planètes a une relation avec un métal qui se trouve dans les sous-sols de notre Terre. Et donc, l'or est en relation avec le Soleil.
Donc, l'or potable, c'est la matière première. L'or potable, c'est une énergie extraordinaire qui se trouve disséminée dans notre organisme. L'or potable, c'est une eau spéciale que nous appelons énergie créatrice et qui est connue de manière plus ordinaire comme énergie sexuelle. L'or potable, c'est l'énergie sexuelle. L'or potable, c'est, comme disent les alchimistes anciens, le sperme sacré. L'alchimiste se disait philosophe, il se disait travailleur du grand œuvre, il se disait artiste. Alors, il y a quelque chose qui reste un peu à développer ou à essayer de préciser, parce qu'il y a un mystère là. Parce qu'on parle de la terre philosophale, on parle de la pierre philosophale, on parle du mercure philosophal, on parle du mercure de la philosophie secrète, qui sont des termes, on va dire, presque courants de l'alchimie. On parle du feu philosophal, qui est le soufre. On parle de l'eau philosophale, qui n'est pas autre chose que le mercure. Donc, et on parle du sel philosophal, c'est-à-dire philosophe. Hein? C'est là qu'on va parler des trois Maries dont parle le christianisme primitif. Ces trois Maries s'appellent Lucia, Sophia et Maria. Lucia, c'est la mère espace. C'est-à-dire c'est ce grand ventre énorme qui donne naissance à toutes les planètes, toutes les galaxies, tout ce qu'il y a dans l'univers, à ce grand univers. C'est un ventre. Il y a Sophia. Sophia, c'est la mère nature. Notre planète est recouverte de nature, elle est faite de nature. C'est-à-dire, il y a énormément de principes naturels qui sont en action sur la surface de notre planète et à l'intérieur aussi de notre planète, et qui permettent que chacun d'entre nous, nous puissions manger tous les jours, que nous puissions faire beaucoup de choses tous les jours, que nous puissions vivre. Hein? Donc, ça c'est Sophia. Et il y a Maria. Alors, Sophia, c'est un ventre aussi, parce que elle donne naissance à toutes les créatures de la nature. Et parmi les créatures de la nature, il y a évidemment chacun d'entre nous, l'organisme humain. Donc, l'organisme humain, c'est un enfant de Sophia. Et Maria. Maria, c'est la plus étrange. Parce que, finalement, on pourrait dire, c'est une mère. Hein, on dit Lucia, c'est la mère espace, Sophia, la mère nature, et Maria, la mère homme ou humain, et sous forme humaine. Ça n'est pas pour autant, on n'est pas en train de dire que c'est la femme. C'est pourquoi c'est un peu mystérieux ce qu'on est en train de dire là. Mais c'est un ventre capable de générer quelque chose, de créer quelque chose. Le philosophe, il cherche, lui, la perfection. Le philosophe, l'alchimiste, c'est le philosophe. Il cherche la perfection. Il sait et il sent qu'il doit, s'il veut trouver la perfection, qu'il doit se convertir en un adorateur de Sophia, en un amant de Sophia, de la nature, des lois de la nature, de la beauté de la nature. Parce que, pour quelle raison? Parce que Sophia, il sait, il sent que Sophia détient la clé de la perfection. Donc Sophia, elle fait connaître ses mystères, la nature fait connaître ses mystères et ses beautés à ceux qui savent la respecter, à ceux qui savent l'aimer, à ceux et celles, bien entendu, qui savent l'aimer et la respecter. Alors, comment respecter et aimer Sophia? Il y a une bonne manière que nous pouvons tous réaliser, ce n'est pas une question de spécialiste, en cultivant notre propre terre, en respectant notre propre terre. Et une manière de respecter la terre, c'est de la cultiver toujours. Et nous, donc, nous pouvons respecter notre propre terre philosophale, donc en la cultivant.
Voilà. Parce que, rappelons-nous que dans notre terre philosophale se trouve la fameuse semence. Cette semence qui attend justement d'être cultivée. Mais pour cela, le cultivateur, il a besoin de savoir. Il a besoin de savoir de quelle manière, en recevant les informations de Sophia. Mais Sophia, elle va donner les informations si le cultivateur se comporte bien avec Sophia, c'est-à-dire avec la nature, c'est-à-dire avec lui-même, et on peut dire avec tout le reste des êtres vivants. Alors Maria, c'est un ventre aussi. C'est une matrice. Mais c'est un ventre un peu mystérieux. Ce ventre a besoin d'être fécondé. Parce que dans ce ventre se trouve déposée cette fameuse semence. Cette semence qui peut devenir embryon, qui peut germer, devenir embryon, et devenir ce qu'on a appelé tout à l'heure l'enfant d'or. Et l'enfant d'or, donc, a besoin d'une matrice, a besoin d'un ventre pour rentrer en gestation. Ce ventre, cette matrice mystérieuse, se trouve, on va dire, à l'intérieur de chacun d'entre nous, qu'on soit homme ou femme. Et c'est Maria, connue dans l'Antiquité comme Maria. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce mot Maria. En tout cas, Maria commence par les trois lettres Mar, M-A-R. Et M-A-R, ça veut dire la mer, l'océan. Et l'océan, c'est de l'eau. Et l'eau, ça nous rappelle l'énergie que nous avons la plus extraordinaire, la matière première du grand œuvre, qui est notre énergie créatrice. Alors, comment ce ventre-là peut-il être fécondé? Il peut être fécondé par l'action du cultivateur, c'est-à-dire que le cultivateur, c'est nous, c'est la personne. Et là, on va dire une chose pour faire comme une synthèse, non? C'est que notre vie de chacun d'entre nous est totalement déterminée par tout ce que nous pensons, tout ce que nous sentons et tout ce que nous faisons. Et donc, le cultivateur, voilà, c'est le cultivateur, il pense, il sent, il agit, et en fonction de ces trois, on pourrait dire, facultés qu'il utilise, eh bien, ou bien il va y avoir une fécondation de ce ventre mystérieux, ou bien il n'y aura pas de fécondation de ce ventre mystérieux. Les alchimistes disaient qu'il y a 7 métaux, et il y a 7 maladies. Bon, les métaux, il faut les chercher à l'intérieur de chacun d'entre nous, ce sont des symboles. On ne va pas rentrer dans le détail de tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il disait que ces 7 métaux sont malades. Ils ont des maladies. Et donc, ces maladies sont appelées les scories. Et que l'alchimiste doit éliminer avec le feu philosophal. Alors, ce feu, d'où vient-il? Bon, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Les 7 métaux, c'est l'argent, le mercure, le cuivre, l'or, le fer, l'étain et le plomb. Ils sont malades de quelle manière? Et là, le maître Samael Aun Weor vient nous donner un certain nombre d'explications. Tout ce que nous avons dit jusqu'à ici, c'est grâce à tout ce qu'a révélé ce sage gnostique Samael Aun Weor, qui a vécu donc au XXe siècle. Et donc, on nous explique que la maladie de l'argent, qui correspond à l'argent, c'est ce qu'on appelle l'incompréhension entre les êtres humains, la dispute. La maladie propre au mercure, qui est en relation avec le métal mercure, c'est le manque d'inspiration. Les états morbides, les états mentaux au niveau mental qui sont morbides, ces états émotionnels et instinctifs débridés, la violence contre la vie. Voilà, ça c'est la maladie de mercure. La maladie du cuivre, maintenant ce sont les passions. Les passions, mais les passions redoutables, quoi. Déséquilibrées, la colère, on est capable de faire des choses incroyables
comment dire, des choses, de détruire au nom de la passion. Hein. Ce sont des déséquilibres très grands de la partie émotionnelle de chacun d'entre nous. La maladie de l'or, ce sont les sentimentalismes. Tous ces faux sentiments qui nous attachent toujours aux mêmes choses, à la même routine de la vie quotidienne, dans laquelle nous souffrons aussi. Hein. La maladie de l'or, c'est aussi l'égoïsme, c'est-à-dire l'incapacité de donner. Hein, c'est d'abord nous, et bon, on a tendance à dire d'abord nous et encore nous, quoi. Bon, ça c'est bien compliqué, mais bon. Et aussi, la maladie de l'or, c'est le manque de simplicité. La maladie du fer, c'est la violence, la colère et le maniement incorrect de la parole, de notre verbe. La maladie de l'étain, c'est beaucoup d'injustice, le manque d'équilibre, l'imagination fantaisiste, et le manque de droiture dans la vie, de correction dans la vie. Et la maladie du plomb, c'est le déséquilibre psychologique. Donc, là, on vient de parler des 7 métaux et des 7 maladies, pour lesquelles les alchimistes luttaient ils luttaient pour défaire, détruire, dissoudre toutes ces maladies que eux appelaient les scories. Et avec un feu secret, le feu des alchimistes. Le laboratoire alchimiste maintenant, le laboratoire alchimiste, c'est l'organisme physique, c'est la terre philosophale. Hein. Et donc le laboratoire alchimiste, quand on voit représenter, puisqu'il y a eu des représentations symboliques de ce laboratoire, évidemment que chacune des parties de ce laboratoire représente une partie de notre organisme biologique. Partie qui peut être visible et d'autres qui peuvent être invisibles, parce que le corps physique que nous disons connaître contient un certain nombre de choses invisibles aussi. Le corps physique, il a une chose extraordinaire, c'est qu'il est capable d'élaborer la matière première, il est capable d'élaborer l'or potable, il est capable d'élaborer l'énergie créatrice. On pourrait dire pratiquement d'instant en instant. Et ça, c'est une chose extraordinaire, parce que cette énergie créatrice, c'est la base ou le fondement de toute possibilité de faire l'œuvre alchimiste. Alors, évidemment, l'incorrecte utilisation de cette énergie a entraîné, parce qu'il y a eu un moment dans l'histoire de l'humanité, une incorrecte utilisation de cette énergie créatrice, et ça a donné la maladie des métaux. Voilà, sont apparus donc dans la partie psychologique de chacun d'entre nous, la maladie des métaux. Et la sage utilisation de cette énergie donc permettrait la guérison des métaux, c'est-à-dire d'éliminer tous ces déséquilibres internes, et en plus de faire quelque chose d'extraordinaire qui est l'élaboration de la pierre philosophale. Voilà, nous avons déjà beaucoup expliqué, hein, bien sûr. Alors, on va commencer à conclure. Disons, on dit commencer à conclure, parce que, bon, on ne va pas conclure d'un seul coup non plus. Le philosophe, l'alchimiste, c'est une personne, c'est un humain qui est poussé par on ne sait quoi. Et il recherche la perfection. Perfection de quoi? Il ne sait pas trop. Mais il recherche la perfection. Et il recherche la perfection non pas pour être parfait. Parce que rechercher la perfection pour être parfait, ça pourrait être finalement quelque chose de très, bon, on va dire, très matérialiste. Il ne recherche pas la perfection pour être parfait, mais parce qu'il a senti, il a découvert l'imperfection à l'intérieur de lui. Et il sent que cette imperfection, c'est un véritable attentat à la beauté, à Sophia, à l'intelligence. Il devient philosophe, c'est-à-dire amant de Sophia. Sophia lui remet, parce qu'il est devenu
un être respectueux de toutes les valeurs de Sophia, Sophia lui remet le plus beau des mystères. La connaissance de Marie, ce ventre mystérieux, qui est fécondé par l'action même de la personne, pas par autre chose. Et la semence, nous l'aurons compris, cette semence a quelque chose évidemment à voir avec notre énergie créatrice, avec notre énergie sexuelle. La semence commence à pousser à l'intérieur. Dans quel intérieur? Mais à l'intérieur de chacun d'entre nous, pour que naisse l'enfant d'or, la pierre philosophale. Tous ces mystères, bien évidemment, n'appartiennent pas à la dimension physique. Mais la dimension physique, l'organisme physique que nous avons, qui est dans cette dimension physique, c'est la base pour que tous ces mystères s'activent. Sans dimension physique, pratiquement, nous pouvons dire, il n'y a rien. C'est-à-dire que pour la grandeur de ce qu'on appelle la terre philosophale, puisqu'on en a parlé, la grandeur de ce qu'on appelle le laboratoire alchimiste, c'est celui-là. C'est celle-là. C'est cette possibilité d'être donc l'activateur de grands mystères qu'on appelle les mystères alchimistes. En conclusion, nous dirons que faire l'œuvre alchimiste, c'est-à-dire faire un travail de perfectionnement de notre vie interne, c'est simple. Il y a un grand alchimiste ici à Paris, qui a vécu à Paris au XVe siècle, Nicolas Flamel. Il a laissé son nom dans une petite rue là-bas dans le Marais, la rue Nicolas Flamel. Il disait une chose qui peut surprendre, mais il le disait. Et Nicolas Flamel a été un grand maître alchimiste. Nicolas Flamel disait « L'alchimie, c'est un jeu d'enfant ». Rappelons-nous que les alchimistes avaient l'habitude de parler un peu en clé. Alors ils disent « c'est un jeu d'enfant ». Pour nous indiquer que oui, ça n'est pas des choses compliquées il faut lire des livres, il faut lire beaucoup de choses. Non, ça n'est pas nécessaire. L'enfant, il est simple. L'enfant, il est spontané. Il est direct, il ne calcule pas, il ne projette pas, il n'élabore pas de machination, il n'est pas rancunier, il est intelligent. En fait, ce qu'il était en train de nous dire là, Nicolas Flamel, c'est que vraiment l'alchimie, pour être alchimiste, il nous faut nous transformer en cet enfant qui est simple, spontané, direct, qui ne calcule pas, etc., etc. Donc le but de la présentation que nous venons de faire, de ce partage que nous venons de faire au sujet de la culture alchimiste, c'est de montrer que cette culture, ça n'est pas le bout du monde, mais qu'elle nous concerne. Elle nous concerne si nous aspirons encore à ce qui est grandiose, à ce qui est beau, à ce qui est généreux, à ce qui est extraordinaire. Dans notre jardin secret, chacun de nous, nous avons notre jardin secret. Il reste une fleur, une petite fleur. Et là, nous pouvons dire en conclusion que cette petite fleur, elle s'appelle alchimie. Est-ce que nous aurons le courage d'aller la cultiver? Et ceci en témoignage de la grandeur et de la magnanimité, on va dire, de l'âme humaine. On parle beaucoup de la biologie humaine, mais on ne parle pas beaucoup de l'âme humaine. Là, dans cette présentation, nous allons parler de l'âme humaine, car l'alchimie appartient à l'âme humaine. Tout ce que nous venons de dire, ce sont des enseignements qu'a laissé. C'est-à-dire, on peut le dire parce que il y a eu donc
ce grand maître alchimiste du XXe siècle, Samael Aun Weor, qui a expliqué et qui a dit, comme il le disait lui-même, qui a expliqué les choses en disant que maintenant, un chat, c'est un chat. C'est pourquoi ce soir, nous nous sommes permis de dire que l'or potable, c'est notre énergie créatrice, par exemple, et que le fondement de l'œuvre, c'est notre énergie créatrice, de l'œuvre alchimiste, bien entendu. Voilà, c'est ce que nous voulions partager ce soir. Merci beaucoup pour votre écoute, et peut-être à bientôt. Au revoir.